Coucou à tous. Salut. Bonjour. Petite vidéo aujourd'hui avec Super Meeple et donc monsieur Charles Amir qui est là. Charles, carrément. Bah oui, Belle prononciation. Oui, je suis comme ça aujourd'hui. Avant de commencer, petite présentation rapide. Qui es-tu? Que fais-tu? Un peu tout ça. Je suis gérant de Super Meeple, donc et cofondateur avec donc d'autres personnes, dont Bernard qui est toujours chez Super Meeple. Et qui ne sont pas là. Et qui n'est pas là, etc. Mais qui habite finalement pas très loin. Mais donc fondé en Super Meeple, fondé en 2014. Et moi je suis à plein temps sur Super Meeple depuis 2019. Donc ça fait 3 ans. Ok. Donc ça s'est bien développé récemment quand même. Ça s'est pas mal développé, oui, alors davantage forcément depuis que je suis à plein temps, donc j'ai eu plus de temps, donc voilà, j'ai commencé à amorcer le virage en 2018, D'accord. puis, en commençant à faire un petit peu plus de localisation, etc. Et puis 2019, effectivement, on a commencé à mettre... Et comment vous avez lancé ça du coup à la base et comment ça a évolué, pourquoi Ouais, à la base, l'idée c'était, on a commencé en faisant de la réédition de jeux... La trilogie du masque. Exactement, la trilogie du masque. Alors le tout premier c'était Mexica, moi c'est mon préféré parmi les trois en termes de... mais bon, après voilà, c'est question de goût, mais en tout cas c'est le premier jeu qu'on a édité et qu'on voulait faire dans des rééditions de jeux qu'on aimait beaucoup, qu'on estimait être, on va dire, d'une certaine façon intemporels, qui sont des piliers, on va dire, ludiques, et on voulait aussi apporter une petite touche d'un point de vue... C'est sponsorisé par Super Meeple. Pas d'inquiétude, c'est super chat. Ouais, d'un point de vue, comment dire, matériel. Donc du coup, c'est là, on pensait que le Super Mexica se prêtait bien, puisqu'il y a des petits temples alors, dans la version originale en plastique, et donc là, c'est des petits temples qu'on va voulu faire en résine, etc. Donc d'ailleurs, toute la trilogie, c'est un peu plus quali. Voilà, exactement. Plus Et du coup, comment ça se lance financièrement? Comment vous dites, on lance une boîte d'édition? Comment les étapes se font? Alors là, en fait, c'est des rencontres avec d'autres personnes qui ont fait qu'on s'est dit à un moment donné. Alors moi, ça fait longtemps que je voulais faire un peu de jeu. Moi, j'avais fait un peu auteur de jeu comme ça, de jeux, enfin, on trouve rien. C'est toi qui as fait Projet Gaïa du coup? Ouais, l'auteur caché. c'est ça. Vous savez que c'est temps qu'il se dévoile. Ça serait quand même... Non, et donc moi, ça fait longtemps. Et il y a eu cette opportunité de créer ça. On a commencé vraiment doucement. On faisait un jeu ou deux. Ouais, ça c'est les chats. N'importe quoi, toi. Mais il a une bonne tête, donc ça va. Alors. Et du coup, donc on a fait ça et on a commencé tout doucement. Donc du coup, on pouvait faire ça à côté. On était au début, on était 5. Ensuite, il y a eu des modifications, etc. Et au final, voilà, on a commencé doucement. On a vu comment ça se passait. On a commencé à construire notre réseau à l'international et puis aussi en France. Et ensuite, on a petit à petit effectivement développé et on a un petit peu... c'est quoi l'investissement de départ? Il n'y a pas de formation particulière? Et l'investissement financier, ça représente quoi? On ne se rend pas trop compte forcément. En fait non, en termes de formation, c'est sûr qu'il n'y en a aucune. Ouais, voilà, on a déjà posé la question, mais je connaissais... c'est souvent sur le tas. Exactement, voilà. c'est ça. Moi j'ai fait des maths, hein, mais comme... Ça mène à tous les maths, écoutez vos profs. mais non, alors, donc effectivement, non, c'est juste, il y a effectivement juste le départ, quoi, donc l'investissement pour tout ce qui est illustration, édition, matériel, etc., la fabrication, ensuite la vente, mais éditer un premier jeu, il faut pas besoin. Il faut un peu de temps, etc., mais ça dépend du jeu, mais on va dire un jeu de la taille de Mexica, avec 20, 30 000 euros, on peut déjà lancer un premier jeu, quoi. Okay. La difficulté, elle n'est pas là. Alors la difficulté, bon, il faut pas se tromper sur le jeu. Il faut les avoir quand même. Ouais, il faut les avoir. Oui, il n'y a pas. Non, qu'on fasse pas ça. Oui, c'est ça, avec un emprunt, etc. Bien sûr. Mais une fois, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi tant, à mon avis, de plein d'éditeurs qui sont, etc. C'est que, contrairement par exemple aux jeux vidéo, l'investissement il est quand même beaucoup plus bien inférieur aux jeux vidéo. Alors, donc, c'est pas la même cour, exactement. Donc surtout s'il n'est pas développé aussi, parce que je suppose que développer ça coûte beaucoup plus cher du coup. Alors développer, pas nécessairement. Développer c'est plus une question de temps, parce que si on prend Mexica, le jeu en termes de coût, c'est le même coût que si ça avait été un jeu nouvellement édité. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non. La différence, elle est simplement que la différence entre une réédition et un nouveau jeu, c'est que quand on fait de la réédition, on s'appuie sur un nombre d'avis en retour qui est beaucoup plus important qu'un nouveau jeu. C'est-à-dire que là, on va pouvoir reprendre. C'est plus facile à vendre aussi, non, ce côté. Alors ça dépend, pas forcément. Alors non, alors ça dépend surtout, par exemple, on prend le marché de l'Allemagne. Le marché de l'Allemagne est vraiment quasiment allergique aux rééditions. D'accord. On leur parle des rééditions, ah non, c'est un jeu qui est déjà sorti. Même si le jeu il était édité n'importe comment la première fois, ce qui n'est pas le cas mexicain, mais en tout cas ils veulent des nouveautés. Ils veulent nouveautés. Et donc ça dépend des marchés. Mais bon, en tout cas, Mexicain, on l'a vendu dans beaucoup de pays. En France, a priori, les
l'édition, ça se passe bien. Quand on voit Iki, on était chez French il y a pas longtemps, ça a plutôt bien marché. Non, pour le coup, le jeu était dur d'accès en plus. Ah oui, non, mais je pense que le marché français est un peu différent. C'est vrai qu'il y a Iki, mais il y a d'autres exemples. Il y avait Celestia par exemple, il y a eu d'autres éditions. Du coup, ça amène parfaitement ma question suivante. Pourquoi vous n'éditez pas vous-même plus de jeux du coup ? Parce que nous, notre rythme, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on fait maintenant depuis pas de 3 ans, c'est 2 jeux qu'on édite nous-mêmes, plus à peu près, et une douzaine de localisations par an. Ouais, je fais un par an. Pourquoi ce barème parce que une édition, ça prend beaucoup plus de temps que la localisation. Et nous, on n'a pas. Alors déjà, prendre un jeu, si on prend notre dernier jeu Virtus, c'est énormément de temps de développement, énormément de temps pour l'édition en tant que telle, et on n'a pas des moyens énormes d'avoir je ne sais combien de personnes qui travaillent sur des nouveaux jeux, etc. Et l'idée, c'est pas d'en ramener. Donc, plus cher, on est d'accord, vu qu'il faut quand même des personnes à plein temps là-dessus. Cher en temps, je pense. Oui, voilà. Il y a plusieurs choses. Parce qu'au début, la question, elle était sur édition, réédition. Là, moi, je parle pas des. Il y a édition, réédition et localisation. Ce sont 3 choses. Oui, c'est vrai. Le plus simple. Et le plus simple, c'est la localisation. Ça, c'est évident. D'accord. Donc, l'édition, on sait en quoi ça consiste. Ensuite, entre l'édition et la réédition, c'est là que je dis les coûts sont à peu près identiques. Parce que finalement, on retravaille le jeu, on le fabrique, etc. Donc voilà. C'est après en question de temps, ça va être différent. Et puis voilà. Mais sinon, en termes de coûts, c'est le même. Donc, si on parle purement édition, on est sur 2 jeux. Parce qu'encore une fois, on n'a pas les moyens de développer davantage. Et en plus, le but, c'est pas d'en ramener davantage, de produire encore d'autres gros jeux, etc. Il y en a déjà suffisamment, etc. Nous, on fait un gros jeu par an et on essaie de faire un jeu plus léger. En gros, c'est ça l'idée. Bon, là, on a fait Recto Verso et Virtu. On en a un gros qui arrive cette année. On travaille sur un autre plus léger. Enfin bref, voilà, c'est ça. Le rythme nous suffit. Et après, on ramène des localisations avec les partenaires qu'on a et voilà, ça suffit. Ça marche. D'ailleurs, du coup, la question qui vient après, c'est en termes de temps pour une localisation. Alors par rapport à un jeu édité, c'est vraiment très variable. C'est très variable. C'est très différent. Franchement, on va pas se mentir. Alors après, évidemment, une localisation d'un jeu comme Ark Nova, c'est forcément beaucoup plus lourd, surtout en termes de traduction, de vérification de la traduction, de cohérence, etc. qu'un petit jeu de cartes, évidemment, où il n'y a rien à faire. Donc en termes de temps, c'est évidemment très variable. Alors, surtout qu'on ne peut pas se permettre, vraiment la clé dans la localisation, c'est vraiment la qualité des règles, s'assurer des traductions. Si on se plante sur une carte, c'est quand même problématique. Surtout vu le prix des jeux actuellement, les gens sont un peu plus regardants. Ce qui n'est pas déconnant. Ce qui n'est pas déconnant, quand on paye 70 € un jeu, on n'a pas envie d'avoir un jeu avec un truc qui est foiré au milieu. Donc non, mais ça c'est tout à fait. Donc effectivement, il faut juste faire très attention. Par contre, effectivement, on a toute la phase de développement, de direction artistique, plus ça qu'on n'a pas, qui a déjà été fait. Donc après, il peut y avoir des petites modifications qu'on peut faire. On a une petite marge de manœuvre éventuellement, soit sur le graphisme, éventuellement. Nous, on a refait certaines couves. Là, on va sortir Savannah Park. Alors, c'est un jeu familial, etc. Mais on a refait la couve parce qu'on n'aime pas trop la couve d'origine. Enfin, on peut faire un petit peu de graphisme, on peut faire quelques modifs. Les règles. Alors, les règles, on peut éventuellement faire quelques petits points, des variantes, proposer 2-3 trucs, mais voilà, ça reste très très limité. Je suppose qu'en plus, tu modifies moins un jeu Mind Clash où les mecs t'imposent. Non, effectivement. Puis de toute façon, Mind Clash ne voudra jamais effectivement qu'on touche à ça. Non, évidemment. Sur des jeux comme ça, si on prend nos deux gros partenaires qui sont Mind Clash et Fireland, on va pas s'amuser à. Moi j'y connais bien. À changer un plateau faction. Finalement, c'est que là, c'est un peu dégueulasse. Du coup, on a fait les glyphes, en fait, on a changé 2-3 choses sur les glyphes. Des variantes officielles sur BGG. Non, c'est sûr. En plus, ils sont. Non, c'est vrai que pour les connaître bien, quand on voit la qualité de leur jeu, on se doute bien que le travail derrière, c'est pas des rigolos, quoi. Ils savent ce qu'ils font. Mais du coup, vu qu'on parle de Mind Clash et Fireland, la question c'est comment, en tant que petit éditeur qui vient d'être créé, par exemple, on arrive à justement négocier ces gros contrats avec des qui n'ont pas été faits avant, tu vois, genre tu te dis si personne l'a fait, c'est peut-être que c'est pas possible. Ou que ça intéresse personne. Et du coup, la question c'est comment tu négocies avec ces gens-là. Alors je pense ce qui nous a aidé aussi au démarrage, c'est le fait que moi j'ai beaucoup travaillé à l'international au démarrage, ce qui fait que j'ai connu beaucoup de personnes de tous les éditeurs un petit peu partout. Il y a les salons et tout. Tous les salons, etc., les communications. Moi j'ai beaucoup, j'ai tendu un réseau qui est vraiment important avec les éditeurs internationaux. Donc ça déjà c'était une première chose. Après, si je prends par exemple le cas de Feuille, il y avait aussi le fait que tout simplement personne n'avait de sceller de contrats effectivement stables, pérennes avec ces éditeurs-là. Et après finalement, on parle de Feuerland, ils sont 3.
Ouais. Il y a 3 personnes dans la société, donc c'est quand même c'est une toute petite société, c'est pas les personnes, et c'est les passionnés, etc. Donc finalement, la discussion, on se retrouve à parler entre quand même passionnés de jeu, etc. Donc si on a à un moment donné l'occasion, voilà, moi étant effectivement à l'origine, ce que je disais, vraiment passionné de Terra Mystica, on avait déjà eu l'occasion d'échanger. J'avais dit moi Terra Mystica, je voudrais bien le récupérer. À l'époque, il était chez Asmodée. Et en fait, il se trouve que si Asmodée a laissé les droits finalement partir, quoi, parce que ça les intéressait pas. Donc du coup, moi, j'ai cédé à ce moment-là. Ça fait une sorte de porte d'entrée. Voilà, exactement. Et donc voilà, et Mind Clash, ils sont beaucoup plus compliqués à travailler aussi. Alors, ils sont un peu plus gros que Feuerland, même s'ils sortent qu'un seul jeu par an. Mais la Kickstarter, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est table basse. Avec les boîtes. Non, mais comme ils le disent eux, ils sont un peu mégalos. Ils font des jeux, mais c'est juste, persévérance, c'est dément, quoi. Vous le faites d'ailleurs, ça ? Ouais, on le fera, mais bon. Oui, enfin, un jour, ça arrive, mais ça. Mais donc voilà, tout ça pour dire que eux, ça a été un peu plus compliqué, mais pareil, il n'y avait pas de contrat scellé, etc. En fait. Mais pourquoi ? Parce que les seuils de rentabilité sur ce genre de jeu sont pas suffisamment énormes pour Asmodée, par exemple. Oui, je pense que c'est ça. Il faut savoir quand même que le risk-reward n'est pas ouf. C'est ça, il faut savoir que le volume de vente, il est quand même assez faible sur ce gros jeu, etc. C'est quoi le volume ? Un projet Gaïa en France, c'est quoi ? En projet cash, c'est trop tôt pour le dire, mais là pour l'instant, on a fait la deuxième prod qui est en train de se terminer. On a fait une première prod mais je pense qu'on y allait doucement à 1000, la deuxième on a dû faire 1500, etc. Donc c'est parti. Alors c'est parti rapidement, la première est partie tout de suite, ça. Mais un projet Gaïa, le problème c'est que c'est un jeu qui a déjà un historique. Donc c'est difficile à dire, je peux pas, tu vois, il faudrait sommer. Tricarion par exemple. Mais Tricarion pareil, là on a fait 3000, c'est aussi le jeu qui a été. Sinon je peux prendre par exemple un autre exemple, Maracaibo, du même acabit, etc. Par contre, nouveau jeu, etc. Destiné à peu près au même public. Maracaibo, on va en vendre peut-être 8-10 000. Voilà. Et je pense qu'on va arriver, là on va arriver, on va en vendre peut-être 10 000, etc. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'il va quand même rentrer dans les jeux qui sont un peu qu'on trouve régulièrement. Mais forcément les ventes vont s'éroder. Bien sûr. La population qui joue à ce genre de jeu, elle n'est pas exactement, elle n'est pas finie. C'est quoi la rentabilité sur une localisation du coup ? C'est très variable. C'est très variable sur certains jeux. C'est très variable. C'est très variable selon les pourcentages négociés. Exactement. En fonction des pourcentages, en fonction essentiellement du prix du jeu acheté, et ensuite aussi pareil beaucoup en fonction du prix de transport aussi. C'est ça. Exactement. Alors je prends un exemple. Je le dis parce qu'on a fait récemment, on l'a redit. Je prends le cas de Endeavor. Alors Endeavor, bon, c'est pas un très gros jeu en termes de complexité, mais par contre c'est un gros jeu. Mais Endeavor, moi c'est ce que j'ai dit, j'ai expliqué clairement pourquoi nous on en a gardé un certain nombre en boutique pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'un jeu vendu en boutique Endeavor, nous, on gagne à peu près 3 € dessus. Un jeu à 70 €. Donc à un moment donné, le problème tout le monde qui bute un peu dessus. Le problème est qu'à un moment donné, on ne peut pas sortir un jeu comme ça en prenant nous-mêmes, parce que c'est comme nous qui prenons toujours le risque. Là, quand on lance toutes les prods qu'on lance, tous les jeux, il y a des jeux que moi j'ai déjà payé, Ark Nova, c'est déjà payé depuis des mois, etc. On a toujours pas reçu, etc. Donc alors, Ark Nova, moi je suis pas très inquiet dessus, mais il y a d'autres jeux, effectivement. On va bien en parler après. On est sur le coup, ça arrive. Alors, en tout cas, il y a d'autres jeux, effectivement. En plus, là, comme on a fait quelques erreurs en termes aussi de print un peu trop faible à certains moments, etc. Alors, je prends par exemple le coup de Brésil. Au Brésil, par exemple, c'était vraiment très faible. On a merdé là-dessus, j'ai merdé là-dessus. Parce que aussi, la décision a été prise à un moment donné, on était en pleine pandémie. Je ne savais pas trop, c'est très vieux. Moi, j'étais pandémie au Brésil, j'ai joué surtout. Des fois, les buzz se lancent un peu plus tard, après que tu aies décidé ce genre de choses. Quand le jeu arrive maintenant, la décision a été prise il y a déjà quasiment un an. C'est ça aussi, tu vois. Et puis encore une fois, le problème il est que moi si je fais 4000 et puis on en vend 1000, les 3000, il faut savoir que le problème est que si maintenant le jeu il n'a pas de deuxième chance. Soit le jeu il se lance et ça marche, si ça marche pas, et là ça fait mal quoi. Donc voilà, c'est toujours cette difficulté à trouver quel est le bon volume. Donc là, on a pris un peu beaucoup plus de risques sur 2022 avec toutes les sorties qu'on a, Bloom Lake, Imperial Sim, etc. Avec des volumes plus gros. On verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est toujours un pari. En plus maintenant, je pense que les gens aussi savent que vous allez faire les VF, souvent des gros jeux, et donc peut-être du coup ça jette aussi un peu moins sur la VO. Ce qui fait que tu as peut-être potentiellement plus d'acheteurs VF aussi. Peut-être, après il y a des jeux qui vont plus marcher en localisation, typiquement Ark Nova, tous les gens qui lisent pas l'anglais vont le prendre en VF. Il y a plus de texte dessus, alors que d'autres jeux sans texte, peut-être que c'est sûr. Voilà, mais là effectivement Ark Nova, tu peux pas dire genre je parle pas anglais, j'y vais. Ça va être compliqué. Non, c'est sûr. Donc voilà, c'est vrai que c'est une sorte de curseur à trouver.
C'est pas évident, mais bon, après, voilà. Et en plus de ça, comme on augmente aussi à cause des coûts de transport, on augmente un peu les prods pour un peu rentabiliser. Du coup, on peut en parler. Du coup, comment ça va se... Nous, on en a fait un petit bilan là-dessus, du coup, en faisant un peu des spéculations et autres, et quelques discussions qu'on a eues avec des éditeurs, comment ça va se répercuter, la crise sur les jeux experts, notamment, sur les coûts, le transport, le bois, tout ça, qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que sur un jeu tiré à 100 000, ça s'amortit un petit peu. Sur un tirage à 4 000, comment tu alors, pour les cacher, on a fait quelques petites augmentations de prix pour certains jeux. Sur le projet Yaya, qu'on a un peu plus cher, effectivement, qui a maintenant, je sais plus combien, 85 ou 80, comme ça, je sais plus. Bon, on essaie de limiter forcément, parce que le problème, il est. Nous, le problème, c'est qu'on a une communauté effectivement sur laquelle on s'appuie, qui est les communautés de gamers. Voilà. Le problème, c'est que on a la chance d'avoir une communauté qui est effectivement une communauté qui est plutôt fidèle globalement, qui dépense plutôt sans compter, parce que c'est une passion. C'est vrai que c'est un public qui dépense. Et donc du coup, voilà, mais c'est pas une raison parce qu'on a un public comme ça qu'on se dit qu'on va aligner, puis à un moment donné, il faut quand même être raisonnable. Là, par exemple, typiquement sur un Boon Lake, nous on avait le choix effectivement d'augmenter un petit peu. Moi j'ai voulu raisonnablement rester à 60 € qui sera pris, parce qu'on ne peut pas éternellement continuer à augmenter et répercuter. Donc là pour l'instant on a quand même limité. Là c'est la thune n'est pas infinie quoi. Non c'est ça. Donc on a limité pour l'instant, on a juste fait des jeux où on n'avait vraiment pas le choix, comme c'était le cas par exemple de Projet Yaya. On a fait sur Tricarion, on a monté de 62 à 66. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais t'envisages comment la suite? Mais la suite, moi je veux maintenir, je vais essayer de maintenir, etc. Quitte à un peu rogner sur nos marges, etc. Mais on peut pas continuer à monter les prix, etc. Donc moi, tant que c'est tenable, etc. Nous, il se trouve qu'on a une petite structure, donc on a quand même des charges qui sont assez limitées. C'est aussi, on travaille énormément plutôt avec des prestataires plutôt qu'en interne. Et donc, en tout cas, on essaie de contrôler au maximum nos charges, et donc du coup, d'essayer de gagner là-dessus pour pouvoir avoir un peu plus de souplesse sur la marche. Donc du coup, ne pas continuer à augmenter des prix. Alors c'est vrai que c'est sûr que... c'est jusqu'à une certaine limite, je suppose. Oui, effectivement, alors voilà, mais sur certains jeux... C'est plus cher que le prix de vente, ça va se voir à un moment donné, quoi. Non, c'est pour ça, donc sur certains jeux, là, voilà, Ark Nova, il sera à 70, je crois, etc. Ça, c'est des jeux, qui nous paraissent, c'est le prix qu'on peut avoir, considérant le prix qu'on paye, considérant le transport, etc. Mais il est pas... Voilà, on essaye vraiment de maintenir, quoi. Mais du coup, question, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez refusé de faire à cause du prix, justement? Ah oui, bien sûr. Oui, je prends... Un petit exemple? Un petit exemple, Beyond the Sun. Alors Beyond the Sun, il y a deux raisons pour lesquelles on l'a fait. C'est un très joli proto, mais... Qui l'a édité en France d'ailleurs? Matago. C'est Matago qui l'a sorti. Alors c'est un très bon jeu, la question n'est pas là. Et moi je l'ai ici d'ailleurs, etc. C'est un très bon jeu, etc. Le problème c'est que quand j'ai vu le jeu, je me suis dit... un proto, ça fait cher le proto. Ça fait cher le proto. Alors ça fait cher le proto dans la forme, j'entends bien, parce que le fond, le jeu marche très bien. Mais c'est vrai que dans la forme, je me suis dit... Et je l'ai dit d'ailleurs à Rio Grande, qui est un super éditeur, etc. J'aurais dit, mais moi je peux pas faire ça. Et le problème, il est que on essaye quand même effectivement dans les jeux qu'on choisit, alors sauf certains jeux, Feuerland, Mind Clash, comme c'est un partenariat, on dit qu'on fait tous leurs jeux, on prend tout de toute façon. Mais d'autres jeux, par contre, effectivement, on essaie de faire attention, sauf si vraiment c'est génial, etc. Alors il y a tous les jeux qu'on fait, ils sont pas super beaux, etc. Bien sûr, mais on essaye quand même de prendre en compte ça. Mais là, je trouvais qu'on avait passé une limite, quoi. Beyond the Sun, avec les tableaux perso avec du blanc, on a l'impression que c'est un chiffre, je me dis, mais ils ont oublié d'embaucher quelqu'un. Donc c'est ça. C'est moins cher, c'est l'illustrateur, c'est beaucoup moins cher. Et le problème, il est que à côté de ça, le prix, le prix pour nous, il n'était pas possible. Voilà. Donc, typiquement, pourtant, vraiment, on a beaucoup hésité. Moi, j'ai beaucoup discuté, etc. Essayant de trouver une solution. Et moi, j'ai dit non, on peut pas faire ça. Quoi. C'est un exemple. Donc, c'est un bon exemple. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on sait pas si c'est bien vendu en France. Le problème, c'est que c'est sorti tellement longtemps. Si. Ah bon ? Voilà. C'est sorti dernière semaine de décembre, juste avant Noël. Je crois qu'il allait sortir. Non, il est sorti. Un peu en sous-marin, tellement tout le monde l'a déjà pris en VO, il a mis tellement de temps à arriver aussi. J'avoue que je suis curieux d'avoir les chiffres de vente de Beyond the Sun en VF, tu vois. De toute façon, ça reste un très gros jeu, donc ça va être limité. On est sur des tirages, mais je sais pas. Je sais pas il est à combien, je sais pas. Il est à 80 balles aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il avait pris que la VO pour le coup. Pas de regret. Encore heureux. Techniquement, il y a la trad, donc faut quand même. Non, mais c'est très bon jeu, mais bon, voilà. Après, le choix, il est aussi que on teste un nombre de jeux absolument énorme. Mais vous les recevez en amont, du coup, oui, c'est ça. Se passe comme on connaît, au moment de la sortie VO, vous avez des protos avant. Oui, même avant. Là, on est en train de tester un prochain jeu de DLP. Ce DLP fait
toujours fait des très bons jeux. Qu'a fait Concordia Venus par exemple. Ouais. Enfin, non, Concordia Venus, c'est. Si, avec PD Verlag. Ouais, c'est ça. Donc c'est eux qui ont fait Bull Lake, etc. Et donc là, mais ce qui se trouve, quand tu connais justement les éditeurs, l'intérêt c'est justement de discuter en amont des projets. Bien sûr. Nous, on est déjà en train de parler aux éditeurs de nos prochains jeux d'Oggerland que nous on sort. Enfin, on fait, voilà, donc ce qui nous permet de le tester en amont. Donc, et là, alors, soit on le teste via Proto, soit ce qui est quand même effectivement. TTS. Exactement. C'est vrai, le temps qu'on passe évidemment sur TTS à tester déjà. TTS, Tabletop Simulator. On sait très bien que l'expérience, il faut toujours avoir en tête le biais de l'expérience. On sait que c'est à peu près 1,5 fois le temps réel que ça prendra. On sait que c'est pourri à manier la souris, etc. Mais exactement, ça permet quand même de comprendre la mécanique, de voir, voilà. Et donc du coup on en a testé mais plein, donc on en a refusé évidemment plein, et parce qu'on veut quand même maintenir cette espèce de à peu près de douzaine de localisations. On veut faire ça parce qu'on peut pas s'éparpiller et puis c'est déjà beaucoup. Du coup, moi j'ai ma question qui vient après, c'est tout le monde dit en ce moment il y a trop de sorties. Trop de sorties, tous les éditeurs le disent, et pourtant personne n'a réduit la voilure. Comment on fait? Voilà. C'est vrai. La question qui fâche un peu. Non, mais c'est. Alors, la raison, alors, on peut dire que c'est un petit peu. Alors, ce que je disais, c'est que quand je fais une localisation, j'ai pas l'impression en réalité d'apporter un nouveau jeu. Parce que quelqu'un qui veut un Art Nova, il l'achète en VO quelque part. Donc en fait, c'est pas un nouveau jeu que j'amène sur. Moi, je considère que Super Meeple, en réalité. Tu le rends plus accessible. Ouais, c'est ça. Mais finalement, en termes d'apport de jeu, alors on peut discuter l'argument, j'entends. En termes d'apport de nouveaux jeux, comme je disais, on en est à 2 par an. Après, j'entends qu'effectivement, quand même, sur le marché français, forcément, quand on fait de la pub, quand on parle du jeu, etc., forcément, on amène quand on a quand même. Je suis complètement d'accord. Donc c'est vrai que c'est discutable. Après, la raison. Le problème, il est que, moi je sais, j'en ai discuté, il y a plein qui disaient, mais pourquoi vous faites ça? Vous savez qu'il y a sortir 3 jeux, vous mettez à fond. Le problème, il est que. Il y a tellement de jeux auxquels j'ai cru. Qui n'ont pas marché. Et qui n'ont pas marché. Si tu en fais 3 et que tu te plantes sur un. T'es mort. Exactement, t'es mort. J'ai des jeux, moi, je prends encore notre plus gros four. Il m'a ma prochaine question, quoi. Merde. Excuse-moi, le plus gros four qu'on ait fait, c'est Main Storm. Je ne comprends toujours pas pourquoi personne. C'est pas bien. Le jeu est plutôt bon en plus. J'ai pas joué. La fin de partie est un peu abrupte. Le jeu, mais moi le jeu, je trouve très bon. Je trouve qu'il y a une mécanique intéressante. Oui, c'est le four de Furland. Crystal Palace n'a pas été excellent. Alors Crystal Palace, pareil. Mais il y a plein de jeux. Artemis, t'as pas? Moi je trouve qu'il y a des vrais problèmes d'équilibrage avec Crystal, mais que le cœur est vraiment bon. Il y a vraiment des trucs pas satisfaisants dedans. Bon, en tout cas, je sais, mais même il a gagné Diamant d'Or. C'est bien que ça plaît les gens. Comme quoi, le Diamant d'Or, ça impacte pas forcément les ventes. Non, ça c'est vrai. On est très contents, etc. Et encore une fois, continue à dominer les jeux, c'est bien. Non, mais sérieusement, en plus de ça, moi je suis très content là. C'est comme EGA et Diamant d'Or, c'est très bien, etc. Mais c'est vrai qu'en termes d'impact économique, je pense qu'il est assez limité, etc. Bon, peu importe. Enfin, toujours est-il que, en tout cas, prévoir que c'est un four, c'est compliqué. Franchement, c'est. Alors, je fais juste un aparté sur revenir sur Ark Nova. En revanche, moi, je me souviens très bien avoir discuté avec Franck, le patron de Furland, il y a assez longtemps. En fait, le jeu il devait sortir à SN l'année d'avant. Déjà, il m'avait dit, c'est vraiment dans un jeu tout ça. Et en fait, il m'avait dit. Tu verras, avant SN, avant donc, que le jeu même soit communiqué dessus, il me dit écoute, ce jeu-là, c'est pas le genre à s'emballer. Il m'a jamais dit ça sur Manasson, il m'a jamais dit ça sur Crystal Palace. Il m'a dit tu verras ce jeu, je pense que ça va faire un gros carton. Jamais, il m'a dit, notre groupe de testeurs n'a été aussi emballé par un jeu qu'on a fait. Pourtant, on parle quand même de l'éditeur de Projet Gaia, Termsiga, de Odin et compagnie. Pour le coup, nous on est genre à. T'es quand même 20-30 parties de. En un mois. Je dois être à 15 ou 16, donc on peut pas dire le contraire. Et le jeu en plus, moi c'est que. On en parlera plus longuement, mais. Ce que je veux dire, c'est que lui. C'est bien. En fait, lui en tout cas, il était convaincu que le jeu allait marcher. Donc du coup, sur certaines choses, parce qu'en fait, il voyait le côté un peu le côté carte, terraforming, le succès. Il y a un peu ce côté vintage sur les illustres, les plateaux à carton, les photos. Il y a ce truc un peu qui parle forcément. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que c'est très compliqué de prévoir. Donc prévoir, se dire on met le paquet dessus, etc. Sur 3 jeux, si tu te plantes. Si tu peux quand t'as les reins très solides financièrement quoi. Ah oui, c'est ça. Asmo peut le faire avec genre ses gros éditeurs. Genre un Space Cowboy, c'est 3 jeux par an, tu t'en fous, tu vois. Ah, mais oui, bien sûr, c'est des en forme de studio. Parce que t'as les logs qui rentrent de la thune de manière régulière. Exactement. Tu peux te foirer sur un jeu, c'est moins grave. T'es une petite culture, tu te pointes sur un.
Exactement, non, mais c'est sûr qu'on on peut pas. Voilà, donc. Bon, bah, du coup, t'as répondu un peu à ma question d'après, c'était. C'est le faux. Non, bah voilà, quel jeu tu regrettes d'avoir édité? Alors, pas forcément en termes de vente, mais en termes de jeu, parce que du coup, Mania Storm c'est mal vendu, certes. Ouais, oui, mais alors déjà, de tous les jeux évidemment qu'on a édités, on les a. Oui. Exactement, ouais, donc ça, c'est évidemment le truc de base. Après, bon, il y a des jeux. Non, en termes d'édition, il y a du matériel, je trouve qu'il y a un jeu qui est un petit peu passé à côté, ce qui est un peu dommage, c'est Roll par exemple. Roll, pour moi, c'est un très bon jeu. Mais alors déjà, d'un point de vue éditorial, j'avoue que c'était un peu limite. Alors moi, quand on y avait testé, on s'était déjà un petit peu posé la question. C'est vrai que c'est assez peu lisible, c'est très vieillot. Moi, ça m'a fait péter un peu. Ah ouais, ça. Vraiment. Mais quoi, sur le côté éditorial ou sur le jeu en lui-même? Déjà, moi, un truc tout bête, c'était genre le fait que le bois soit appelé wood et que t'as l'icône de bois et pas de W et tu sais jamais quelle ressource t'as. Voilà, vraiment, genre j'ai vrillé pendant le jeu, moi. Donc c'est l'édition. L'édition d'origine. Ouais, du coup, ça se passe pas. Enfin, tu vois. J'étais là, genre, c'est ni fait ni à faire, que vous avez fait quoi, les gars, quoi. Ouais. Tu vois. Et mais après, il y a des bonnes idées. Ouais, mais pour moi, c'est un turci dans tout ce qui est turci, quoi. On est revenu sur turci. Voilà, c'est plein de super idées. Et à un moment donné, il faut que le mec soit canalisé par quelqu'un, tu vois. Mais voilà, et Roll, c'est le. Tu veux parler d'Imperium, les gens. Non, mais voilà, mais tous ces jeux, j'ai la même critique, c'est du turci dans l'âme, quoi. Il y a des super idées. Ouais, moi je trouve que ça reste quand même effectivement un super auteur. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai qu'après, il y a des choses, bon, moi c'est plus d'un point de vue éditorial qui pose problème plutôt que le cœur du jeu. Mais voilà, mais encore une fois, je regrette pas, quoi, parce que bon, on l'a sorti, c'était un Roll and Ride. En plus, je trouvais que c'était bien, parce que c'était quand même le premier Roll and Ride gamer qui était sorti. C'est même quasiment d'ailleurs toujours le seul, et d'ailleurs, Adrien, qui est vraiment balèze, quoi. Exactement, et donc du coup, voilà. Après, non, en termes, non, j'ai pas d'autre. Oui, du coup, à l'inverse, quel jeu t'aurais adoré éditer et que t'as pas réussi à choper, ou à part Beyond the Sun parce que c'est moche. Alors édité ou localisé, enfin non, un jeu. Peu importe, pour le coup là, le champ des possibles est ouvert. Mais il y a plein de jeux qu'on. Terraforming Mars. Je vais y répondre. Non, Terraforming Mars, ouais, non, j'aurais pu dire oui d'un point de vue financier, oui. C'est ça. Je vais pas dire le contraire. Maintenant, le jeu en lui-même, je suis pas très fan. Ouais, je sais. Mais non, après, il y a des. Dark Nova plutôt. Non, il y a des jeux. Comme tout le temps que ça arrête pas. Non, je vais répondre à la question après si je trouve la réponse, mais je pense aussi à des jeux qui sont qu'on pourrait faire, on pourrait refaire, mais que j'adore. Par exemple, je joue un jeu qui est pas un jeu gamer, qui est un jeu comme Euphrates et Tigris, par exemple. D'accord. Euphrates et Tigris, pour moi, c'est dans mon top 10, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué. J'adore ce jeu, je trouve qu'il est génial. Et le problème, c'est qu'on pourrait éventuellement. Ouais, mais je sais pas s'il marcherait bien. Exactement. Je pense c'est un jeu effectivement qui malheureusement, d'un point de vue, je pense, trop old school. Trop old school, puis trop peut-être abstrait, trop beau, etc. Exactement. Trop old school. Punitif sur pourtant le jeu actuel, je pense aussi. Pourtant, il est magnifique, ce jeu est génial. Bon, bref. En tout cas, pour revenir au jeu, je sais pas, mais il y a plein de jeux auxquels j'ai joué. Tigre-Frat, du coup, ça marche bien. Non, je pensais à des jeux auxquels j'ai joué récemment, etc. Mais bon, après. Terraforming Mars. Arrête, avec ça suffit. Bah attends, c'est un peu la poule aux odeurs. Il y a un jeu que j'adore, auquel on joue régulièrement avec un groupe d'amis, c'est Castle of Mad King Ludwig. Oui. Je trouve génial ce jeu. Franchement, c'est pas un gros jeu, hein, Non, mais c'est une sorte de mini Seven Wonders avec un côté brillant où tu joues avec tes deux partenaires à droite et gauche. Ah non, ça c'est Between Two Castle. Exactement, c'est l'autre. Non, Castle of King, c'est un jeu où tu construis ton château avec des pièces, etc. Je trouve le jeu génial. On y joue régulièrement, etc. Et du coup, pour finir, je viens d'oublier ma dernière question, mais j'avais les prochaines sorties là, immédiatement. Ah oui, mais voilà, ce qui arrive. Votre prochain jeu que vous éditez, c'est quoi? On édite, c'est Doggerland, donc un jeu. Ah oui, il est dans la fiche de planning que vous avez. Ouais, exactement. Donc ce sera normalement pour la fin de l'année. On est en train de travailler sur ça un peu parce que l'auteur est lillois, donc du coup. Ouais, tu connais Jérôme. Bah oui, je connais Jérôme. Donc tu l'as déjà testé. Absolument. Ok, super. Tu connais? Ah d'accord. Du coup, je te dirai pour l'instant. Il y a eu pas mal effectivement. Non, pas mal. C'est un jeu mélange de survie et de pose de. C'est un jeu avec mécanique de pose d'ouvrier, avec un côté survie, un côté développement, etc. Tu auras pas un là, dit comme ça. Oui, mais c'est dans le monde préhistorique. Mais en pompette. Ouais, c'est le monde préhistorique avec un côté exploration, etc. La mécanique, on a vraiment beaucoup aimé. Et je pense que voilà, là on est sur une DA en plus qui est vraiment sympa. Donc je pense que fin 2022, c'est ça? Ouais, fin 2022, c'est ça. Et un autre débrage là du coup en ce moment? Non, normalement là il y a beaucoup de parties de tests qui ont été faites sur TTS essentiellement, donc notamment pour équilibrer l'ensemble. Mais non, maintenant on est plus sur l'aspect éditorial. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a une grosse interview là. Merci à vous, merci d'être venu. C'était cool. Et puis à très bientôt. Ouais, carrément, salut. Abonnez-vous, likez, bisous, et puis si vous avez d'autres questions, tout ça, d'autres interviews, d'autres suggestions.
Et Yoel a créé un Discord. Pas encore, on vous en parlera bientôt. Ça arrive, je travaille dessus. Voilà, ça arrive. Ça marche. À bientôt. Au revoir.